19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 12 janvier 2021. 19h45, nous débutons avec ces communiqués de presse. Le réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger, RETIN, structure faîtière des organes de la presse relevant du secteur de l'audiovisuel, a appris avec tristesse la disparition d'un de ses membres, Bonkano Bawa, directeur général de la radio Farah, décès survenu le dimanche 10 janvier 2021 à Niamey. De suite d'une maladie. À cet instant douloureux, le réseau RETIN, ses organes membres ainsi que l'ensemble des personnels respectifs s'associent à la grande famille de la presse nigérienne pour présenter ses condoléances à la famille éplorée du disparu, à ses parents et à l'ensemble de ses connaissances. Le réseau RETIN garde de M. Bonkano Bawa l'image d'un homme des médias très expérimenté, dévoué pour le bon épanouissement du secteur de la presse indépendante. Fait à Niamey le 11 janvier 2021, le président du réseau RETIN, Grema Boukar Koura. Le siège du projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain, PGRC2U, a servi de cadre pour la cérémonie de remise de matériel informatique destiné aux partenaires du projet. 331 232 000 francs CFA, c'est la valeur de ces matériels offerts par le projet des risques de catastrophe et de développement urbain, PGRC2U. Le compte rendu de cette cérémonie avec Nafissatou Yahya et Ibrahim Abdou. 331 232 000 francs CFA, c'est la valeur de ce don composé essentiellement de matériel informatique destiné aux partenaires du projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain PGRC2U. Un geste qui rentre dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle sous-composante du PGRC2U dédiée aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans ce cadre, il a été envisagé de fournir les moyens aux acteurs pour effectuer une couverture en imagerie aérienne de haute résolution des villes. Il a été envisagé aussi de produire des cartes de base détaillées qui incluent les informations nécessaires pour la gestion urbaine et l'urgence. Il a été prévu de développer l'utilisation de ces données pour les applications de gestion urbaine et d'opérationnaliser et pérenniser ces acquis à travers le développement de formations, d'incubation d'entreprises et d'immersion dans les institutions publiques. Donc, les principes directeurs de cette sous-composante sont l'implication de la jeunesse nigérienne et ses talents en collaboration avec ces institutions, le développement de la formation autour de la cartographie et des nouvelles technologies de l'information. Donc cette approche est, comme vous le savez, en ligne avec la stratégie 2.0 du Niger développée par l'ANSSI, avec les nouvelles directives du ministère des Domaines, en charge des domaines de l'urbanisme et du logement, pour développer l'IGNN et les ambitions des villes nigériennes. Ce matériel est composé, sans être vraiment exhaustif, de 245 tablettes, 38 ordinateurs portables, 27 ordinateurs de bureau, 7 serveurs web de base de données, 12 onduleurs, 2 kits vidéoconférence, 3 appareils photo numériques, 7 imprimantes multifonctions, 9 GPS, un scanner photographique et des accessoires divers. Au ministre directeur général de l'ANSSI de saluer au nom de tous les bénéficiaires ce geste qui vient à point nommé. Nous venons de recevoir donc les équipements informatiques du projet PGRC2U, équipements qui sont mis à disposition d'une dizaine de structures. Et comme cela a été dit lors de la cérémonie, c'est pour vraiment renforcer les capacités de travail de ces structures, dont l'ANSSI, que je représente ici. Mais c'est surtout tout un écosystème qui bénéficie de cette aide, de ces équipements. La protection civile, le département de géographie à l'université, l'IGNN et un certain nombre de structures qui travaillent prioritairement dans le secteur de la gestion de catastrophes. Et pour nous, ça va nous renforcer vraiment dans la mise en œuvre du programme d'ailleurs Niger 2.0 qui, vous le savez, consiste vraiment
à mettre l'accent sur l'utilisation du numérique pour répondre aux besoins de nos populations, donc dans tous les domaines du développement durable. La directrice de cabinet en second du Premier ministre a enfin souhaité que les bénéficiaires utilisent à bon escient ces matériels. L'abondance des pluies lors de la saison 2019-2020 a endommagé un pot du toit du musée d'instruments traditionnels se trouvant au centre de formation et de la promotion musicale CFM Taya. Une étude a d'ores et déjà été réalisée pour la reprise totale de la toiture. Suivant ce reportage. Le musée d'instruments traditionnels a eu un coup avec la pluie et l'abondance des pluies cette année. Vous savez, le musée, c'est un musée construit en banco. Et les toits, c'est les toits en banco sans bois. Et c'est les sans bois. Donc, du coup, vous savez, avec l'abondance des pluies, surtout Niamey, c'est une zone pluvieuse, le musée a reçu un coup. Et avec l'abondance des pluies, certaines arcades ont cédé. Et c'est ce qui a fait que, du coup, ça a endommagé une certaine partie du toit. Ce n'est pas tous les toits qui sont endommagés, c'est une certaine partie qui était endommagée. Le ministère en charge de la culture a commandé une étude auprès des techniciens de Sambois. Ils nous ont remis l'étude. Dans l'étude, ils ont dit que les murs du bâtiment n'est pas endommagé, il y a que la partie du toit qui s'est effondrée complètement colmatée. Et le ministère de tutelle a dit non, il n'y a pas de colmatage à faire, il préfère qu'on reprenne l'ensemble du toit, c'est plus sécurisant. Et c'est ce qui a été fait, ils ont proposé une étude où il y a un devis avec un plan pour la reprise du toit. Et le ministère s'active pour la reprise de ce toit-là et remettre les instruments et la documentation dans le musée. Nous avons sécurisé les instruments. Pour ce qui est de l'exploitation, vous savez, les instruments sont classés en famille. Il y a les membranophones, les cordophones, les idophones et les aérophones. Et la documentation, il y a une documentation audiovisuelle, il y a une documentation écrite, il y a une documentation discographique, tout ça là. Donc on n'a pas d'espace approprié pour l'exploitation. Nous avons sécurisé ces fonds documentaires, ces fonds muséals par famille et par secteur. Et la sécurisation, là où nous avons mis, ça ne permet pas l'accès pour une exploitation. Les étudiants nigériens au Burkina Faso, après presque 2 semaines de revendications concernant les frais de scolarité et la situation de l'attaché financière qui les a amenés à bloquer le consulat du Niger, ont tenu leur deuxième manifestation hier lundi 11 janvier 2021. On les écoute. Nous, étudiants de 2 yeux, nous revendiquons le paiement de notre scolarité. Nous sommes étudiants de Master 2, c'est-à-dire en phase de finition, et nous n'avons même pas reçu la licence, notre diplôme de licence. Et ce qui fait en sorte que nous n'avons même pas accès au fait, à des postes dans les entreprises qui nous réclament forcément nos diplômes. Quand on parle du Nigérien à l'Institut international de l'environnement, nous sommes comme des bons-nadiens. Le cas nigérien n'est pas respecté. Le Nigérien n'est pas respecté dans notre institut. Et à l'administration, quand tu pars pour demander un truc, dès qu'on sait que tu es Nigérien, on ne t'écoute pas. Et il y a même plusieurs professeurs nigériens qu'on a allé négocier pour qu'ils nous aident. Chacun se retire. Le Nigérien n'a pas de mots à 2 yeux. Notre opposition absolue. C'est le gouvernement que l'État du Niger est en train de infliger à tous les petits musulmans du Burkina. Tantôt indiquant que l'État du Niger n'a pas pu sortir une affaire de scolarité. Chose que nous, on a dû organiser pour celui-ci. D'une part aussi, ça n'a pas critique. Parce que ça soit à 2 yeux et dans toutes les écoles, la communauté du Niger est maltraitée. Cette maltraitance est liée à l'absence totale de l'État. Parce que l'État a pris un engagement et jusqu'à présent n'arrive pas à assurer. Face à la situation très précaire qu'on a eu à évoquer dans notre déclaration du 29 décembre 2020, et face aussi à notre situation très précaire et peu orthodoxe de la part de l'attaché financière, et suite à nos exigences et à nos doléances, nous constatons jusqu'à aujourd'hui que rien n'a été fait.
Et nous demandons une fois de plus à l'État nigérien de prendre nos préoccupations en compte. Parce que la situation est tellement dramatique que ça ne fait pas la fierté pour l'État nigérien et pour sa nation. Véritable casse-tête pour les usagers des voies aux alentours des marchés. Un cocktail des marchands à la sauvette, les piétons, des véhicules et autres engins occupent anarchiquement ces voies, rendant du coup difficile la circulation au niveau de ces marchés. C'est dans un constat signé Balkissa Tahirou et Chebou Gisso. Véritable calvaire pour les usagers. Les alentours des différents marchés de la capitale sont malheureusement bloqués. À l'image du marché d'Arsalam, où l'on constate un stationnement anarchique des marchands et véhicules, rendant du coup difficile l'accès aux usagers. Le blocage de la circulation routière, c'est qu'on remarque ici, en tout cas au marché de Aslam, c'est qu'il y a trop de vendeurs de Piawata et autres là qui bloquent. Et il n'y a pas un contrôle. On sent ici vraiment un abandon de la mairie. Depuis la création de ce marché, nous avons essayé de voir en son temps le gouverneur qui était là. Alors c'est déjà un projet qui est là, il faut faire ça parce que dans le salon n'a pas de marché et que le meilleur endroit c'est ici. Alors nous avons émis nos inquiétudes par rapport à ça. Ils ont dit que non, ils vont prendre des dispositions malheureusement. Alors c'est ce que nous constatons jusqu'à aujourd'hui. Et ça fait 2-3 jours je pense, j'arrivais. Alors je suis arrivé, comme vous voyez la devanture de l'école, je voulais entrer, il se trouvait qu'il y avait un taximan qui avait stationné pour déposer une femme. Alors ils m'ont pris 3 à 4 minutes. J'étais là sur le goudron, les autres ne pouvaient pas passer. Et moi j'étais là. Lui il ne pouvait pas dégager parce que la cliente, c'était une femme qui avait d'autres effets avec elle. Alors ça a été difficile. Ça c'est un des exemples. Plusieurs fois des parents d'élèves se plaignent parce que tout autour, soit il y a des marchands qui sont là, soit il y a des gens qui stationnent de façon abusive. Donc finalement, on ne sait vraiment plus. Calvaire pour lesquels ils invitent les autorités d'y mettre fin. Vraiment, l'État devrait prendre des précautions pour éviter et vraiment rendre comme la ville, on dit Nyamé Nyala là, de rendre vraiment Nyala. Il suffit de construire uniquement que des routes ou bien des gratte-ciels, mais de contrôler encore la ville. Le goudron est vaste, donc on doit l'occuper vraiment bien. Voilà, et épargner les autres. De temps à autre, la police municipale passe. Et ce jour, quand ils passent, après leur passage, on sent quand même qu'on respire un peu. Mais juste quelques heures après leur départ, tout revient pratiquement à la même chose. À un moment, on était partis, on les a vus, il y a 2 ans, je pense. Ils sont venus 2-3 fois en même temps. Et vraiment, ça a permis même aux gens de quartier même de mieux respirer. Puis, comme il n'y a pas de suivi, finalement, on revient toujours à la case départ. Ainsi, les autorités doivent œuvrer pour maintenir l'ordre, surtout que c'est les mêmes constats qui se dégagent au niveau des différents marchés de la capitale. À Niamey, la vente du carburant fraudé prend de plus en plus de l'ampleur. Une activité exercée par des jeunes dans des conditions trop dangereuses, nous rapporte Ibrahim Ousmane Aboubakar, stagiaire à la télévision Labari, et Nasser Seydou. Ils sont visibles sur plusieurs carrefours et autres grands artères de la ville. Les jeunes vendeurs du carburant fraudé sur des étalages de fortune dans des bouteilles de 1 litre d'où ils tirent son nom Sogo Sogo. Exposés au soleil ou encore près des installations électriques, ces jeunes enfants fuient de ce danger parce qu'ils affirment trouver leur compte dans cette activité. J'arrive à gagner un peu. Ça fait à peu près 5 ans que j'exerce cette activité. À travers cette activité, je prends ma famille en charge. Je ne peux pas dire que c'est illégal ou pas, mais les douaniers viennent nous rafler quelquefois. Ce qui me pousse à exercer cette activité, c'est le manque de travail. Je suis obligé de le faire pour joindre le debout. La vente du carburant fraudé est une infraction contre la loi, d'où la descente souvent de la douane, mais qui ralentissent l'activité de ces derniers. Au niveau de ces étalages, le litre est vendu à 500 francs et attire bon nombre de clients, et c'est là malgré le dommage que le carburant fraudé peut causer à leur engin.
Du sport dans cette édition, le MENA national a achevé sa phase de préparation comptant pour les phases finales de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN, dont le coup d'envoi est prévu ce week-end au Cameroun. Une défaite contre le Burkina Faso 2-0. Quels sont les enseignements de cette préparation? Élément de réponse avec Haroun Abdullah, coach du MENA à Prime. Avant de faire le bilan, c'est d'abord dire que ce tournoi est venu au bon moment, certainement proche de la compétition, mais va servir véritablement ces équipes dans leur préparation. On a vu des matchs très intenses, surtout les premiers. Le nôtre contre la Zambie, c'était pratiquement à 100 à l'heure. Contre le Maroc, on a été capable de réussir le multiple effort tout en produisant un jeu d'une assez bonne qualité. Pour à la limite dire se fondrer sur le troisième match contre l'Ouganda. Mais dans l'ensemble, le tournoi a servi l'ensemble des équipes. Et nous, on a voulu faire tourner pratiquement dans tous les matchs, surtout que notre effectif n'était pas au complet pendant ce tournoi. On avait 5 joueurs qui étaient en club, qui ont voyagé pour nous rejoindre ici à Yaoundé, dont certains ont pris part déjà au troisième match contre l'Ouganda et aujourd'hui contre le Burkina. Il faut dire que ce tournoi, pour moi, c'est une réelle satisfaction. On a vu de très belles choses dedans. Il y a eu des erreurs aussi. Et maintenant, on a, je dirais, moins d'une semaine pour un peu récupérer de cette compétition, régénérer et rentrer bien le 17 dans la compétition officielle. Je retiens que mes joueurs sont fatigués. Dans ce match, ils étaient carrément essoufflés. Face à une équipe de Burkina qui joue son premier match, c'est-à-dire qui nous a mis véritablement la pression physique, sans nous imposer un jeu alléchant, mais est sorti physiquement nous contrer à tous les coups. Nous, par moments, on a essayé de poser le ballon, de jouer plus aéré, plus intelligent et récupérer. Mais ils étaient plus frais et ils ont gagné, j'allais dire, 70% des duels dans ce match. Je pense qu'ici, finir ce match à 2-0, je trouve que bon, on a résisté parce qu'on était véritablement émoussés. Les défenseurs, il y en a qui ont aligné Karim à son 4e match avec 90 minutes en 10 jours. Ousseini, presque la même chose. Il y a beaucoup de joueurs qui ont répété ces 4 matchs presque à 80-90%. Maintenant, le gros travail, c'est de récupérer véritablement de ce tournoi et de ce match. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.